Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Merci, vous êtes inscrits nombreux pour assister à cette présentation, à ce webinaire d'une heure sur la thématique comment préparer le bac à distance en tant qu'expatrié, comment vivre son lycée à distance quand on est expatrié. Je pense que c'est un sujet, chers internautes, qui vous est cher, soit pour vous si vous êtes lycéen et que vous êtes connecté, soit pour vous, parents, si vous avez des enfants qui sont évidemment concernés. Nous sommes aujourd'hui avec deux experts de la société Icademy, donc Nicolas Marionneau-Châtel, qui est responsable e-lycée Académie, qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Et Mélodie Bonesia, qui est chargée de développement pédagogique e-learning et référente pédagogique e-lycée, donc chez Académie. Bonjour Mélodie. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bienvenue, merci à tous les deux, merci à tous les internautes. Donc, on est parti pour à peu près une petite heure ensemble. Le but, c'est que vous posiez toutes vos questions. Donc, on a un petit onglet questions en bas à droite, très facile. Vous voyez, hop, je clique sur questions, je vais poser une nouvelle question et je vais vous écrire un petit bonjour. Hop, voilà, et hop, j'ai oublié le R, c'est parfait. Allez, avec un petit point d'exclamation. Voilà, donc vous le voyez s'afficher. Donc, on va se servir de cet onglet également comme fil de chat. Donc, posez bien vos questions ici et évidemment, Mélodie et Nicolas sont là pour répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions autour de cette thématique de la préparation du bac à distance. On est là pour vous. Donc, soyez évidemment pas timide. Faites-nous déjà un petit coucou. Dites-nous un peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie, c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Europe, aux États-Unis? Bonjour René, bienvenue, merci. Faites-nous un petit signe pour voir déjà si ça marche bien et puis si voilà qu'on sache un petit peu où vous êtes aux quatre coins de la planète. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute l'heure, pas de souci. Vous recevrez un mail sur le mail avec lequel vous êtes inscrit quelques instants après qui vous permettra de pouvoir soit le revisionner, soit visionner les parties que vous n'avez pas pu voir. Vous pourrez également, évidemment, le faire connaître à vos amis, connaissances qui peuvent être intéressés par ce sujet. Il y aura aussi un article dans lepetitjournal.com en début de semaine prochaine avec la vidéo YouTube du webinaire. Donc voilà, faites-le connaître, partagez-le. Il y a peut-être des gens qui n'avaient pas vu la possibilité de s'inscrire que ce soit des collègues, des amis, des connaissances, d'autres parents d'élèves ou d'autres lycéens. Voilà, faites savoir. Allez, on a les premiers internautes qui nous font signe. On a Françoise qui est à Thessalonique en Grèce et Alain qui est aussi à Thessalonique en Grèce. Écoutez, Françoise, Alain, on a un petit nid à Thessalonique. On en est ravis. Et René qui nous fait un petit coucou. Donc, faites-nous un coucou et surtout, utilisez bien le petit onglet « Poser une nouvelle question » pour évidemment poser toutes vos questions. Donc, on va démarrer le webinaire avec peut-être Nicolas et Mélodie, je vais juste vous laisser vous présenter en quelques mots. Et puis également, on a une petite présentation assez rapide, mais qui présente Icademy. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Nicolas Marionneau, je suis responsable du e-lycée, donc j'aurai le plaisir de vous présenter, de vous brosser le portrait du e-lycée Icademy, et puis après on rentrera en détail dans les questions pour pouvoir passer sur tous les sujets qui vous préoccupent pour la rentrée prochaine, et vous connaîtrez un petit peu les rouages du e-lycée et comment on fonctionne. Et je suis accompagné de Mélodie du service pédagogique qui pourra rentrer dans les détails de certaines questions. Mélodie? Oui, donc bonjour, Mélodie Bonesia, donc chargée de développement pédagogique e-learning, mais aussi référente pédagogique du e-lycée, ce qui signifie que j'ai mis en place et je gère actuellement la classe de première et de terminale du e-lycée. J'ai aussi toutes les informations pour les élèves de seconde, bien évidemment. Donc je suis experte et je pourrai répondre du mieux possible à vos questions. Allez, on va partager, si vous le voulez bien, voilà, la présentation. Nicolas, hop, voilà, je la mets en grand et je vais la mettre au début parce que c'est mieux de la mettre pas de droite à gauche, mais bien de gauche à droite. Voilà. Et du coup, je te laisse présenter et dérouler, nous présenter déjà un petit peu ce qu'est le e-lycée Icademy. Et puis, on répondra évidemment à toutes les questions des internautes, toutes les questions qui peuvent se poser. D'accord. Alors, je vais prendre 10 minutes de temps pour passer en vue qui nous sommes et comment nous travaillons. Alors, le e-lycée Icademy,
qui a été créé en 2022, qui est tout récent, qui fait partie d'un environnement un petit peu plus vaste dans l'écosystème Icademy, on en parlera après. Notre objectif du lycée Icademy, c'est de proposer aux jeunes de préparer le bac général français 100% à distance, puisque nous sommes des spécialistes de la formation à distance et du e-learning diplômant. Alors, à qui on s'adresse? On s'adresse à un public qui est varié, vaste, en priorité aux élèves qui sont expatriés et d'une manière plus large aux élèves francophones, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont besoin ou envie de passer le baccalauréat français, mais qui ne sont pas sur le sol français. Alors, les besoins exprimés sont variés selon les situations. Ça peut être lié à l'éloignement d'un centre de formation qui nécessite une solution alternative à distance. On peut être à l'étranger, dans une capitale, mais ou ailleurs qu'une capitale et être éloigné d'un centre de formation. On peut vouloir anticiper un retour en France et donc se préparer aux études supérieures avec le bac français. On peut avoir besoin aussi d'adapter son lycée à un emploi du temps un petit peu compliqué selon son activité. Donc, cette activité qu'on a pour les expatriés, cet enseignement qu'on a, on l'a aussi développé pour un autre public, les sportifs de haut niveau, par exemple, avec une complexité grandissante sur leur planning, ou alors pour s'adapter à toutes les situations individuelles, des fois particulières qu'il peut y avoir dans les familles. Ça peut être des raisons de santé, de mobilité. Donc, notre produit de formation, notre offre de formation à distance, en fait, elle est flexible, elle est adaptable et elle est tout à fait appropriée pour les élèves expatriés qui ont besoin d'avoir un suivi attentif, mais surtout une individualisation de leur parcours. Alors, administrativement, qui sommes-nous? Nous sommes un lycée privé hors contrat, un vrai lycée privé hors contrat, enregistré à l'Académie de Nice, mais qui fait partie d'une organisation plus vaste qui s'appelle Icademy. Icademy étant un pionnier leader de la formation à distance en France depuis 2006. Alors, il n'y a pas que Mélodie et moi, il y a une équipe large pour travailler dans ce lycée. Donc, en haut de cette diapositive, vous voyez les gens qui sont à la direction du lycée, qui pilotent ce projet lycée. Donc, en premier lieu, Jean-Luc Audacioni, notre directeur général. Et puis, en bas, vous avez toute une équipe de conseillers, je dirais même une partie des équipes de conseillers qui sont là pour répondre aussi individuellement après aux familles, aux élèves qui veulent être accompagnés dans cette démarche d'inscription au e-lycée. Alors, je vous parlais d'un écosystème plus vaste. Le e-lycée Icademy a des partenaires. En premier lieu, sa maison mère Icademy, spécialiste du e-learning, qui elle-même fait partie d'un groupe plus vaste qui s'appelle Eureka Éducation. Ça représente 45 000 étudiants en France et à l'international. Donc, voilà, c'est une organisation qui est très vaste, qui apporte énormément de ressources pédagogiques et technologiques à notre enseignement. Nous avons My City School, qui est un projet d'accompagnement pour les élèves qui se destinent aux études professionnelles en alternance. Et puis l'UNSHL, l'Union des sportifs de haut niveau, qui initialement était notre partenaire quand on a commencé à développer le e-lycée pour les sportifs de haut niveau. On a appris la complexité avec les sportifs et on peut adapter cette complexité à tous les publics par la suite. Notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est de préparer les élèves à passer les épreuves du bac français 100% à distance, en visant le haut niveau, c'est la réussite aux examens, c'est la réussite au bac, tout en apportant un service individualisé aux élèves. Ça, c'est notre objectif, c'est notre particularité, c'est notre point fort, c'est notre expertise. C'est surtout l'accompagnement individualisé des familles et des élèves pour accomplir ce parcours et réussir aux examens. C'est aussi apporter la flexibilité à ce parcours, c'est toute la puissance du e-learning tel qu'on le pratique au sein du groupe Icademy, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Et puis toujours en gardant à l'esprit qu'on travaille avec les élèves sur l'idée du double projet, de la double réussite scolaire et extrascolaire. C'est-à-dire qu'on travaille pour réussir ses examens, on travaille pour réussir le bac, pour envisager des études supérieures, mais on peut aussi avoir une vie à côté. On peut avoir une vie artistique, on peut avoir une vie sportive, on peut avoir une vie sociétale, humanitaire, on peut avoir des projets autour. Et donc, on vise à l'équilibre entre ces deux projets et à cette double réussite. C'est ce qu'on met en application pour le e-lycée, ce qu'on met en application d'ailleurs pour l'ensemble des formations en e-learning. Donc, comment on travaille? On propose le bac général. Donc, nous ne travaillons pas encore sur le bac professionnel ni le bac technologique. On travaille sur le bac général à distance, avec son tronc commun et ses matières de spécialité qu'on retrouve en première et en terminale. Alors, c'est un schéma qui est bien intégré maintenant dans la tête des élèves et dans l'esprit de chacun. On a appris suite à la dernière réforme. Donc, on l'applique à la lettre, le tronc commun et les matières de spécialité. Nous en avons développé 5.
Et ces matières sont choisies, les 3 spécialités sont choisies en première et on en garde 2 en terminale. Au gré des questions, après, Mélodie reviendra peut-être en détail sur ces contenus. Les semaines type de travail, c'est ce qui passionne les élèves, c'est qu'est-ce que je vais faire dans une semaine type quand je suis à distance. Et il faut garder à l'esprit qu'on est dans un vrai lycée. Donc, une semaine type de travail, il y en a 36 dans l'année. Une semaine type de travail, ça va être une alternance de cours, d'activités pour mettre en application son apprentissage. Ça va être des tests et des évaluations pour mesurer la progression. Et puis après, des fiches de révision, des fiches d'entraînement pour se préparer aux examens, avec un rythme d'évaluation qui est soutenu, comme dans un lycée classique, pour pouvoir produire un bulletin de notes trimestriel et pour pouvoir aussi, ce qui est important et ce qui nous tient à cœur, c'est alimenter la discussion entre l'équipe pédagogique, les enseignants, les familles et les élèves, c'est-à-dire mesurer la progression, discuter de cette progression, être alerté en temps réel s'il y a besoin de réaction, de correction, d'apporter un coup de motivation. Voilà, l'essentiel, c'est d'être alerté et de pouvoir suivre en temps réel la progression d'un élève pour l'emmener jusqu'à son objectif. Et pas le laisser, j'allais dire, entre guillemets, en roue libre, ce qui pourrait être le risque ou la faiblesse d'un apprentissage à distance. On va tout faire pour éviter de tomber dans ce piège, et donc c'est vraiment le monitoring en temps réel qui va faire la différence dans l'apprentissage. Alors, le cœur de l'enseignement à distance et ce qui passionne les élèves, ce sont les classes virtuelles, bien évidemment. Donc, c'est le temps qu'on va passer en face à face dans une classe virtuelle face à un enseignant en live. Donc, ça représente en gros 20% de l'enseignement sur écran avec les élèves, en sachant que les cours live sont immédiatement transférés sur la plateforme et que l'ensemble de l'enseignement est disponible en replay à volonté pour les élèves. Ce qui est un avantage incroyable, parce que là où on va aller plus loin qu'un lycée classique, ce qu'on va essayer vraiment de maximiser avec les élèves, c'est cette capacité de pouvoir répéter, renouveler, redonner l'information et l'enseignement à volonté, quel que soit le planning ou les conditions de travail de l'élève. C'est-à-dire qu'un élève un peu timide qui n'oserait pas redemander en cours au prof de répéter, ben là, il va pouvoir rejouer à l'infini son cours. Donc, c'est un avantage énorme, avec une plateforme qui est excessivement robuste, puisqu'elle bénéficie de toute l'expertise e-learning du groupe Icademy. Et donc, cette plateforme, elle est accessible quasiment tout le temps, 365 jours par an, voire même hors connexion pour des élèves qui seraient en déplacement ou dans des zones où la connexion est un petit peu plus difficile ou aléatoire. Donc, ces classes virtuelles hautement qualitatives sont disponibles à 100%, 365 jours par an. Alors là où on va vraiment mettre l'accent, dans notre proposition pédagogique, c'est l'accompagnement de l'élève. L'accompagnement de l'élève, Mélodie, je te redonnerai la parole tout à l'heure, je pense qu'on va y revenir avec les questions des visiteurs sur toute cette dimension qu'on a d'accompagnement de l'élève au plus près pour mesurer son enseignement, l'accompagner, répondre à ses questions. On va parler de double tutorat. Le double tutorat, c'est d'abord évidemment les enseignants qui sont experts de leur discipline et qui vont pouvoir avoir cet échange avec chaque élève pour les faire progresser dans leur matière. Et puis, le référent pédagogique, alors, avec l'élève, on va plutôt l'appeler le professeur principal, c'est le terme consacré, qui, lui, va mesurer la progression globale de l'élève et qui va pouvoir aussi échanger mensuellement avec les familles, à un rythme qu'on veut dense, qu'on veut régulier, pour pouvoir vraiment garder la main sur la progression et mesurer et être alerté en cas de moindre problème. Et puis, on a souhaité ajouter presque un troisième tutorat ou un troisième accompagnement à cette équipe. C'est un médiateur ou une médiatrice, parce qu'au gré des rencontres avec les familles, on se rend compte qu'on a aussi besoin de prendre un temps pour dialoguer avec les élèves et avec les familles, pas forcément sur les matières précisément, mais sur l'ambiance de travail, sur la motivation, sur des soucis qui peuvent parsemer des fois une année d'enseignement. Les élèves ou leurs familles ont besoin des fois de parler, de s'exprimer et d'avoir quelqu'un pour les écouter, les comprendre et bien les accompagner dans tout leur processus d'apprentissage. Donc, on rajoute une personne dans l'équipe qui va pouvoir les accompagner, médiateur ou médiatrice. Notre travail, ça aussi, je pense que ça fera partie des questions que vous allez poser après, c'est comment on travaille pendant les années de lycée sur l'orientation des élèves. C'est-à-dire qu'on va bosser non seulement sur ce qui se passe pendant le lycée, mais on va travailler sur ce qui va se passer après le lycée.
d'une manière totalement transparente. On va les accompagner dans leur démarche de découverte, de recherche d'un métier, d'abord, d'un univers métier, après des filières qui sont disponibles pour accéder à ces métiers, que ce soit des filières académiques ou des filières professionnelles. Et ça rentre dans le cadre d'un module qui fait partie du référentiel de l'éducation nationale, qui est un module d'orientation, 54 heures par an dédié à l'orientation des élèves. C'est un point qui est stratégique. On a besoin de visibilité, et cette visibilité, elle est particulièrement importante pour un élève expatrié, puisqu'on peut avoir envie de s'orienter vers une filière dans le pays où on habite, donc une école locale ou une université locale. On peut avoir besoin d'anticiper un retour en France et donc d'avoir une vue un petit peu décodée des études supérieures disponibles en France, et puis d'être accompagné dans les démarches pour revenir vers la France, et puis d'avoir les équivalences de diplômes. Là, du coup, il n'y a plus de problème avec les équivalences. Donc ça, on s'en occupe, ça fait partie de l'enseignement. Il y a 54 heures en seconde, en première et en terminale, pour vraiment anticiper ce qui va se passer après le baccalauréat. Et puis on complète, alors on pourra revenir, on a des ressources complémentaires qui sont passionnantes pour les élèves. Alors bien évidemment, on leur fournit les livres, la documentation dont ils ont besoin, qui sont liées aux matières qu'ils vont préparer. Ils ont accès à la presse, tous les matins ils reçoivent aussi la presse dans leur boîte électronique. Préparation à l'orthographe, c'est notre combat aussi, de maintenir et d'améliorer, de peaufiner ce niveau d'orthographe dont ils auront besoin pour leur future candidature grâce à la certification Voltaire. On propose à ceux qui le souhaitent en terminale un accompagnement MyCitySchool spécifique pour ceux qui voudraient s'orienter vers des filières en alternance, que ce soit en France ou en Europe par exemple. Et à partir de la rentrée prochaine, on leur met à disposition aussi une certification qui nous tient à cœur. C'est une certification responsabilité sociétale des entreprises. Un premier vernis, une approche du développement durable, du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. Un premier vernis sur ce qui va jalonner leur carrière et leur choix d'études et leur développement professionnel, tout ce qui concerne le développement durable. Donc ça, on va leur donner accès, pour ceux qui le souhaitent, à une certification RSE. Et puis, en termes de planning, on y reviendra aussi. Je vous ai donné les grands points de notre présentation, mais en termes de planning, c'est en ce moment qu'on procède aux inscriptions pour 2023. Dans tous les cas de figure, pour les candidats qu'on va recevoir, on aura une étude personnalisée pour chaque famille et pour chaque élève. Tout s'appuiera vraiment sur une discussion qu'on aura avec chacun. Ce qu'on observe dans les candidatures, c'est qu'il n'y a pas de cas général, il n'y a pas de cas standard, il n'y a que des familles et des élèves. On s'adresse à des jeunes, je dirais presque des enfants. Donc, on va recréer ce cocon sécurisé et cette discussion qu'on doit avoir avant d'attaquer un projet d'études. Et puis, ce qui se passe en ce moment au niveau des inscriptions, c'est que c'est à cette période de l'année qu'on est en train d'harmoniser les classes. Alors, avec les expatriés, on essaye d'harmoniser et on va essayer d'optimiser en termes de fuseau horaire, on va dire. Et puis, on va accompagner après toutes les démarches administratives pour les familles, que ce soit l'inscription des élèves en candidat libre au baccalauréat, bien sûr, enfin, toutes les démarches administratives où on sera là pour accompagner tout le monde pour ne pas faire d'erreurs et pour bien naviguer dans les rouages administratifs s'il y a besoin. Voilà, Hervé, c'était une présentation synthétique de ce qu'on fait. Et puis, au gré des questions, maintenant, on va revenir sur chaque point. Bien entendu. Merci Nicolas. Donc, Nicolas Marionneau-Châtel, responsable e-lycée Académie. Allez, les internautes, posez vos questions. On a donc René qui est à Vigo, qui nous a rejoint. Donc, je vous rappelle, le petit onglet questions, posez une nouvelle question. Voilà, c'est très simple. Donc, j'imagine que vous êtes là pour ça. Vous avez certainement peut-être des ados qui sont au lycée ou qui vont y rentrer ou voilà, qui veulent préparer leur bac et avec des besoins à distance. Donc, c'est le moment, évidemment, de poser vos questions à nos interlocuteurs pour avoir le maximum de précision. Moi, j'ai une première question, Nicolas, peut-être, c'est de rappeler un petit peu, quand on est à l'étranger, l'existant, les différentes options de scolarisation qu'ont à disposition nos expatriés et en quoi, finalement, la formule que vous proposez offre de nombreux avantages. Alors, quand on est expatrié,
historiquement, d'ailleurs c'est très ancien, il existe beaucoup de solutions hein, pour préparer son baccalauréat comme pour faire des études, et l'État français propose des choses. Historiquement, il y a on va dire, les acteurs les plus anciens de l'enseignement à distance comme le CNED, hein, tout simplement, qui existent, avec ses points forts et ses points faibles comme tout le monde. Il y a aussi la possibilité d'aller dans le lycée local, c'est-à-dire dans le système éducatif local du pays, et pourquoi pas passer le baccalauréat local et puis dire on fait l'impasse sur le bac français. Certains établissements proposent le double diplôme. Dans tous les cas de figure, on a affaire quand même à des contraintes souvent administratives, des contraintes de planning, des contraintes d'organisation qui peuvent être un petit peu lourdes. Je le disais tout à l'heure, on peut habiter dans une grande ville et là, on aura peut-être moins de problèmes pour trouver toutes les ressources dont on va avoir besoin. On peut aussi être éloigné du lycée qui propose le baccalauréat français. Et là, tout de suite, ça commence à poser des problèmes. Donc, on a besoin de trouver des alternatives dans la formation. Et la solution de l'apprentissage à distance est une alternative qualitative pour justement pallier à ces problématiques. C'est pour ça qu'on arrive avec une proposition qui reste également qualitative, puisqu'on est avec des vrais enseignants, c'est un vrai lycée, il y a toute la structure et le contenu d'un vrai lycée. Mais par contre, on va adapter le planning aux disponibilités de l'élève dans la majeure partie des cas. Donc, on va pouvoir s'adapter à n'importe quelle localisation géographique, à n'importe quel planning, pour peu qu'on ait un élève qui ait aussi un emploi du temps un petit peu bizarre ou chamboulé de par ses activités personnelles ou la vie de la famille. Et c'est là que la puissance du e-learning va prendre toute sa dimension. Et c'est ça qu'on va apporter sans rien laisser de côté en termes d'accompagnement. Et on va même aller au-delà d'un accompagnement classique où, si on se rappelle le rythme de rencontre qu'on peut avoir avec les enseignants dans un lycée classique, on va avoir une réunion de parents par semestre éventuellement, ou dans le meilleur des cas par trimestre. Là, on va vraiment être sur un échange mensuel, voire hebdomadaire, avec les équipes pédagogiques, avec les référents, pour être sûr d'être bien mesuré dans sa progression. Mais Mélodie, n'hésite pas à compléter hein, les informations si tu le souhaites. Hein. Moi, j'ai une question juste pour bien préciser. Donc, il s'agit bien d'un lycée à distance, c'est-à-dire avec l'ensemble des matières du lycée, et non pas de soutien sur certaines matières ou des modules ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'engage pour suivre l'intégralité, mais du coup, ça présente aussi l'avantage d'avoir la continuité. C'est-à-dire que si, par exemple, on suit ses parents qui vont travailler 1 année ou 2 années à distance et qu'on revient en France, on retourne au lycée en France, on a un suivi, on a une continuité parfaite. Mélodie, je te laisse. Oui, volontiers. Alors oui, complètement. C'est-à-dire que nous, on se base théoriquement et vraiment pratiquement sur les bulletins officiels. Donc en fait, sur toute la progression pédagogique qui est demandée et qui est à l'heure actuelle instaurée dans n'importe quel lycée présentiel et ou le CNED, hein, à distance aussi. Ça fait partie des programmes officiels que nous sommes obligés de soutenir et de réaliser. Donc nous, en seconde, en première et en terminale, on suit chaque bulletin pour chaque matière. Donc, peu importe si jamais l'élève même reprend une scolarité, il devait être par exemple à distance de septembre à décembre, il aura fait un premier trimestre et il pourra aussi très bien se dire ça me convient, je reste, ça me convient pas, ou alors je déménage, je retourne en France, je veux retourner dans un lycée classique. Il reprendra sa progression au trimestre 2 dans le lycée classique sans aucun problème. Très bien, merci beaucoup, Mélodie. Moi, j'avais une question aussi par rapport à essayer de comprendre un petit peu comment ça s'organise, parce que bon, finalement, le lycée physique, voilà, on peut l'imaginer assez facilement. Donc, c'est un petit peu des modules à la carte, ou est-ce qu'il y a des cours un petit peu comme dans une classe? Quelle est un peu comment ça s'organise? Quelle est une semaine type pour un de vos écoliers? Alors, je me permets aussi, si tu veux bien, Nicolas, de répondre. Alors, en fait, tout simplement, une semaine type, pour commencer par cette question qui après, on pourra comprendre l'organisation générale du lycée. Une semaine type, ça va être une semaine sur la plateforme où l'élève va avoir chaque matière et dans chaque matière, il va avoir un cours, une ou plusieurs activités, un test et une fiche synthèse. Le test n'étant pas forcément une évaluation, c'est simplement un autotest pour s'auto-évaluer et savoir si on a bien compris la semaine ou pas. À ces semaines-là, on peut avoir une classe virtuelle.
Alors, il faut savoir que les classes virtuelles sont à hauteur de 20% de chaque matière de l'année, ce qui veut dire que chaque semaine, il n'y aura pas une classe virtuelle dans chaque matière. Par contre, on comprend bien qu'un volume horaire annuel qui est plus grand, comme notamment les spécialités, auront plus de classes virtuelles allouées au niveau de l'année, forcément pour respecter le quota des 20%. Donc, par exemple, en français, en première, on peut avoir très bien une semaine avec classe virtuelle, une semaine sans classe virtuelle, et par contre, en spécialité, chaque semaine, avoir une classe virtuelle qui sera prévue. Il faut savoir au niveau de l'organisation que l'élève a sa semaine, mais il a la semaine entière pour réaliser l'intégralité de ses matières. Donc après, il choisit. La possibilité du lycée, c'est de créer son propre planning. La seule chose qui va être une contrainte pour lui, et j'utilise des guillemets parce que ce n'est pas vraiment une contrainte, ça va être l'horaire des classes virtuelles. Il faut savoir que nos enseignants à l'heure actuelle proposent des heures de classe virtuelle pour nos élèves. C'est-à-dire que les heures ne sont pas planifiées à l'avance. On a la semaine qui est planifiée à l'avance, mais on n'a pas les heures. Donc, admettons, l'élève n'est pas disponible de 10 à 12 pour faire la classe virtuelle de français. Il va dire, par contre, moi, horaire français en décalage, etc., je suis disponible de 16 à 17 pour vous, est-ce que ça vous va? Ou de 16 à 18. Et l'enseignant derrière dire, tout à fait, nous on peut, est-ce qu'il y a d'autres élèves qui sont disponibles sur le même créneau, est-ce qu'on divise la classe, etc. Donc en soi c'est une contrainte parce qu'il faut se présenter à la classe virtuelle et c'est plus intéressant aussi pour l'élève d'avoir du face à face, mais d'un autre côté c'est complètement interactif et c'est en lien avec l'élève. C'est l'élève qui demande et qui donne ses disponibilités et l'enseignant qui s'adapte derrière. Et après, l'enseignant qui essaye de faire, voilà, donc en classe, on essaye de voir, cette année, ça a très bien marché, par exemple, en français, chaque semaine, tout le monde était d'accord, tout le monde était disponible le mercredi matin. Cette année, ça a fonctionné comme ça. Par exemple, en maths, cette année, en première, il y avait 2 élèves qui n'étaient pas du tout disponibles sur le créneau qui avait été fixé au début. Et on a trouvé pour eux une autre manière de faire, c'est-à-dire une autre classe virtuelle où il y aurait que la moitié de la classe qui était disponible sur un autre jour et un autre créneau. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que dans le e-lycée, on peut s'adapter. Et c'est vraiment la plus grande force, on s'adapte à chaque élève. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adapter à une classe, on ne va pas s'adapter à une matière, on va s'adapter à chaque élève. Et c'est le rôle du référent pédagogique. Le référent pédagogique, donc comme on disait, on parle un petit peu plus facilement de professeur principal ou aussi de CPE, c'est peut-être plus dans le registre des élèves. C'est tout simplement la personne qui va coordonner tout ça et qui va dire, eh bien, par exemple, cette semaine, ta classe virtuelle de français sera de 10 à 12 et la semaine prochaine, tu n'en auras pas, etc. S'il a besoin, l'élève pourra toujours revenir vers son référent pédagogique qui aura toutes les réponses. Donc la semaine s'organise vraiment autour de ressources pédagogiques numériques qui sont disponibles sur la plateforme, autour d'échanges virtuels en face à face, si je puis dire, avec les enseignants, mais aussi, si besoin, en téléphonique, en appel avec son référent pédagogique. Voilà. Ça veut dire, par exemple, je pense à nos internautes qui sont un petit peu aux quatre coins du monde, que ça peut permettre de prendre en compte les décalages horaires. Complètement. Cette année, on a un élève qui est aux États-Unis, qui, par exemple, au niveau décalage horaire, donc on ajoute en plus à sa spécialité un double cursus, donc encore plus voilà, de contraintes à prendre en compte. Mais tout simplement, on s'est adapté. On s'est adapté, nos enseignants ont été tous d'accord pour pouvoir décaler leur classe virtuelle. Il fallait savoir que pour un élève aux États-Unis, sinon on fait la classe virtuelle à 18h, de 18 à 19h, heure française. Pour lui, c'est 8h du matin. Donc du coup, c'était... en fonction d'où il est bien sûr aux États-Unis, mais c'était 8h du matin pour lui. Et du coup, c'était complètement faisable. Après, il faut aussi savoir que les classes virtuelles, c'est vraiment un échange entre élèves et enseignants, mais tous les contenus de cours, c'est-à-dire toutes les ressources et toutes les connaissances qu'il y a à savoir, sont sur la plateforme en format écrit. Donc, même si l'élève venait à ne pas pouvoir se présenter à une classe virtuelle, première option, de toute façon, il a le replay pour pouvoir voir ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. Mais surtout, il ne manquera pas d'apport théorique. Il manquera potentiellement d'une nouvelle approche, d'une nouvelle manière de parler, d'une nouvelle manière de comprendre, de pouvoir poser ses questions, mais il n'aura pas manqué réellement d'apport pédagogique, et ça c'est aussi important de le mentionner, parce qu'avec voilà, les personnes en expatriation, comme ça, c'est un petit peu quelquefois tendu de pouvoir tout concilier, et il faut aussi voilà, relativiser en se disant c'est un apport en plus, mais si on peut voilà, si la contrainte fait que cette fois-ci, je ne peux pas y accéder, il ne faut pas s'inquiéter, il y aura le replay. Et de toute façon, on pourra toujours en programmer une pour que cet élève-là ait la classe virtuelle dont il a besoin.
Parfait, très bien. Merci beaucoup, Mélodie. C'était très clair. Allez, les internautes, posez bien vos questions. On est à peu près à la moitié de ce webinaire, hein. Je rappelle également que le webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Vous recevrez par mail. Donc, voilà, si vous avez raté le début, pas de souci. Ou si vous voulez le revoir également, pas de souci. Alain demande, les enseignants sont-ils titulaires de l'éducation nationale? Voilà, donc je pose la première question d'un de nos internautes. Nicolas, je ne sais pas si tu veux répondre. Mélodie, tu es sur les enseignants. Alors, bien sûr, ils sont enseignants de métier. On a affaire à des enseignants experts. Toi, tu as une vue globale sur l'équipe des enseignants? Oui, alors, ça dépend de nos enseignants. Il faut savoir que tous nos enseignants sont experts et certifiés experts de leur matière, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu les études et ils ont tous eu à minima un poste dans l'éducation nationale et ou privée, mais pareil pour les mêmes matières, en lycée, sur la même année de classe, etc. Et on a à l'heure actuelle la moitié qui sont titulaires de l'éducation nationale et la moitié qui ne l'est pas. Par contre, c'est des enseignants qui sont actuellement en poste dans d'autres entreprises privées. Très bien, voilà Alain, la réponse. Moi, j'avais une question par rapport aux différentes options. Donc, j'ai bien compris que c'était un bac général. Donc, quelles sont les options que vous proposez? Et aussi, je pense notamment aux langues, parce que c'est souvent un sujet qui est important pour nos internautes. Alors, bon, l'anglais, j'imagine, mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut faire du chinois? Est-ce qu'on peut faire de l'italien? Quelles sont les différentes possibles, ou de la musique peut-être? Je ne sais pas, quelles sont les différentes options qu'on peut proposer à distance? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le lycée est en construction et en développement au niveau de ces options-là. Il faut bien comprendre qu'avec la réforme, on a un tronc commun, on a des spécialités et des options. Au niveau des spécialités, nous en avons développé 5 qui sont actuellement disponibles et qui sont vraiment les spécialités les plus utilisées, en tout cas qui ouvrent le plus grand panel de champs possibles pour les études supérieures. C'est pourquoi aussi nous avons fait le choix d'ouvrir ces 5-là. D'autres vont être en cours de développement. Il faut rappeler que les options, c'est facultatif. Nous, les options au sein du lycée, nous ne les avons pas encore mis en place. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en enseignement à distance, il est déjà très compliqué de suivre un cursus actuel avec la réforme et les nouvelles dates, par exemple de bac, les dates de spécialité qui arrivent en mars, etc. Il faut faire le programme en moins de temps. C'est très compliqué de concilier en plus une option. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nos élèves s'enregistrent en tant que candidats libres au sein du rectorat. Ce qui veut dire qu'ils ont le droit de choisir la spécialité qu'ils veulent, la langue, enfin les 2 langues qu'ils souhaitent et les options qu'ils souhaitent. Donc ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas vraiment les disposer sur la plateforme. Nous pouvons les accompagner. Nous pouvons potentiellement, en tant que référent pédagogique, trouver les bonnes personnes pour les mettre à disposition pour ces matières-là, mais eux peuvent aussi très bien s'inscrire en tant que candidat libre en disant, voilà, j'ai pris ma spécialité maths et par exemple histoire que nous proposons, et en plus, j'ai pris l'option anglais appliqué. Et bien, par exemple, l'anglais appliqué, il pourra la présenter, il faudra juste qu'il soit conscient que le lycée n'apportera pas de ressources pédagogiques dessus. Mais par contre, l'accompagnement sur comment lui, il va mettre en place sa procédure. Est-ce qu'il va prendre un professeur particulier? Est-ce qu'il va le faire tout seul? Est-ce que c'est parce qu'il est bilingue anglais et qu'il veut récupérer des points? Nous, on va pouvoir après aller interroger les bulletins officiels, interroger le rectorat pour savoir comment ça se passe, etc. L'accompagnement sera là, mais les ressources pédagogiques, pour le moment, n'y seront pas. Je comprends. C'est très clair pour moi. Et effectivement, on peut penser à des élèves bilingues, par exemple, qui peuvent récupérer des points dans des séries comme ça. Et on a Nathalie qui demande, en fait, qui, elle, s'intéresse à l'option art. Donc, j'imagine que c'est un peu le même principe. C'est peut-être pas quelque chose que vous proposez, vous, dans le lycée, mais qu'on peut rajouter par soi-même si, je sais pas, on fait le conservatoire de musique ou si on est un excellent peintre. Exactement, exactement. Il faut savoir qu'en candidat libre, on s'inscrit au niveau de l'Académie française, enfin au niveau du rectorat, de son rectorat de résidence, en fonction des épreuves que nous voulons passer. C'est-à-dire que l'élève souhaite passer. Lycée est simplement un vecteur qui lui permet de passer ces épreuves-là. C'est-à-dire qu'on va l'aider et l'accompagner à passer ces épreuves. Par contre, il faut bien faire, c'est là où je fais juste attention au distinguo spécialité et option. Bien sûr, il peut prendre une spécialité qu'Académie n'a pas et par exemple qu'il souhaite faire. Par contre, nous, on privilégiera le fait qu'il ait un accompagnement derrière aussi sur cette spécialité, parce qu'une spécialité, c'est coefficient 16.
coefficient 16, très clairement, si jamais on a des points de retard dessus, il faut comprendre que le malus, voilà, s'ajoute avec les coefficients. Par contre, si on parle en termes d'options, les options sont plus censées à être prises pour acquérir des points supplémentaires et puis aussi pour développer sa connaissance, ses compétences dans l'option choisie. Et pareil, on partira aussi sur le fait que en candidat libre, vous notez la spécialité que vous voulez, l'option que vous voulez, et après, derrière, c'est à vous de vous instruire pour pouvoir la passer. Donc, il n'y a aucun problème à choisir des spécialités qui ne sont pas chez nous et des options qui ne sont pas chez nous également. Je vais compléter ces informations, si tu veux bien, Mélodie, en particulier pour un public expatrié. Les 5 spécialités qui ont été choisies, qui ont été développées par Icademy, sont les plus répandues et les plus demandées. Et c'est tout à fait important de le noter pour les expatriés, parce que quand on est inscrit en candidat libre à l'étranger, donc on s'inscrit au niveau du rectorat qui correspond à son groupe de pays. Vous savez, tous les rectorats en France, on leur a attribué certains pays qui doivent gérer. Et donc, personne ne peut être refusé. Tout le monde a le droit de passer le bac. En revanche, pour certaines spécialités, le passage des épreuves sous-entend que dans l'endroit où ils vont passer les épreuves localement dans le pays, il faut que le lycée ou l'établissement prépare cette spécialité et qu'on puisse passer l'épreuve. Et donc, quand on passe le bac, on peut se retrouver dans des situations où on va passer 90% des épreuves sans problème. Et puis, pour une spécialité qui ne serait pas disponible dans le pays, qui n'aurait pas les mêmes ressources je sais pas, qu'une grande capitale, ben on serait obligé de repartir en France passer son épreuve. Et ça pourrait là poser des problèmes. Donc c'est pour ça que ces 5 spécialités qui ont été choisies sont les plus transversales et universelles, on va dire, et il y aura le moins de problèmes, le moins de problèmes techniques avec ces spécialités. C'est important. Après, c'est pour ça qu'on discute avec chaque famille, parce que selon les pays, il va falloir contacter le rectorat qui est en charge de ce pays. C'est réparti par groupe. On ne va pas faire la liste aujourd'hui, la liste est vaste, mais c'est important après d'avoir cette relation pour bien comprendre quelle spécialité on peut développer ou pas. D'accord. Bon, du coup, Nathalie demandait si vous faisiez la spécialité ST2A. Donc, je pense qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'il faut voir avec vous pour voir ce qui est possible de faire en fonction des pays de résidence de nos expatriés et des rectorats qui leur sont rattachés. Tout à fait, tout à fait. Et STD2A, non, nous ne faisons pas cette série de baccalauréat. Très bien. Françoise demande, qu'en est-il des droits de scolarité et de la possibilité d'obtenir une bourse pour les familles en difficulté ou qui auraient droit? Alors, aujourd'hui, le tarif d'une scolarité au e-lycée, alors je vais vous donner le tarif d'une année complète. Une année complète, c'est quoi? C'est toute la pédagogie, toutes les ressources, tous les cours, mais aussi le tutorat individualisé, tout l'accompagnement. La scolarité est à 3 300 € l'année complète. Voilà. Alors, si on va sur le site internet du e-lycée Icademy, vous verrez qu'il y a aussi un détail par matière des coûts associés à chaque matière avec le tutorat. Parce qu'on peut se retrouver dans le cas de figure avec des élèves qui auraient besoin, par exemple, pour repasser le baccalauréat, d'avoir accès uniquement à 1, 2 ou 3 matières. Et donc, ils peuvent, j'allais dire, entre guillemets, acheter au détail des matières de la terminale, par exemple. Mais autrement, pour les 3 années, seconde, première, terminale, dans leur totalité, c'est 3 300 € par an. Et puis, pour compléter la réponse sur les bourses, alors, nous ne sommes pas un établissement public, nous sommes un établissement privé hors contrat. Donc, ça n'ouvre pas l'accès aux bourses aujourd'hui, malheureusement. Mais après, il faut explorer différentes possibilités. Le statut d'expatrié permet peut-être d'accéder à certains dispositifs particuliers, entre les bourses de mobilité, les aides, et même certaines caisses de retraite aussi qui disposent de fonds spécifiques pour ça. Merci Nicolas. Alors, on a une question de René qui demande, pour faire reconnaître son bac, quel organisme faut-il s'adresser, si je comprends bien sa question, pour poursuivre des études à l'étranger? Mais en fait, avec votre système, on passe le bac national, en fait. Donc, du coup, on a le bac français. C'est le bac français, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est le bac général français. Donc, il n'y a pas de démarche particulière, si ce n'est ce que pourrait demander l'établissement d'accueil dans le pays où la personne souhaite faire ses études. Mais je pense que le bac français est assez célèbre et reconnu pour ne plus avoir besoin de papiers qui justifient son existence.
Voilà, un beau cadre, René, et ça fera très bien l'affaire. Moi, j'avais une question par rapport justement à l'accompagnement. On en a parlé un tout petit peu, Nicolas, au début. Comment justement est-ce que vous accompagnez les élèves à distance? Vous avez parlé de tutorat, j'aimerais de prof principal. À quoi ça correspond? Comment ça s'articule? On parle de double tutorat, c'est le prof principal, alors le référent pédagogique, c'est le premier grand tuteur, on va dire, de l'élève avec qui il va avoir un contact fréquent, et après les tuteurs par matière qui vont pouvoir échanger avec les élèves. Et puis le tutorat, je dirais qu'on a ajouté, qui est un tutorat plutôt presque psychologique, le médiateur qu'on a ajouté, qui est plus dans le dialogue et l'accompagnement et l'écoute. Mélodie, tu veux compléter sur le tutorat pédagogique, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Alors, le double tutorat, comme a pu le dire Nicolas, c'est un tutorat des enseignants, un tutorat du professeur principal, du référent pédagogique et un tutorat du médiateur. Donc, il y a minimum 3 entités qui peuvent intervenir pour accompagner l'élève. Très clairement, comment ça se passe quand on est à l'heure actuelle, là, par exemple, aujourd'hui, on est un jour classique de lycée. Les enseignants prennent le temps avec les élèves de faire leur classe virtuelle. Il faut aussi savoir que ce tutorat s'accompagne en plus du face-à-face qui va être de 1h30, 2 heures par semaine environ avec les élèves. Ils sont dans l'obligation de répondre aux messages via la messagerie personnelle et les forums de chaque matière. Donc, il faut savoir qu'on a un forum par matière et un forum personnel qui permet de parler avec l'intégralité des tuteurs. Donc déjà, ne serait-ce que juste au niveau des enseignants, les enseignants sont là pour répondre aux questions par classe virtuelle sur les forums sous 48 heures et via la messagerie personnelle sous 48 heures. Donc voilà, si on a une question un petit peu plus confidentielle ou voilà, qu'on n'ose pas poser devant tout le monde, on passe par la messagerie personnelle. Ça, c'est un premier accompagnement, j'ai envie de dire, c'est l'accompagnement principal et prioritaire qui est vraiment là pour développer les compétences techniques, pédagogiques, voilà, vraiment les compétences qui leur permettront d'acquérir l'examen et le baccalauréat en fin d'année. Le deuxième accompagnement, c'est l'accompagnement du référent pédagogique, qu'on va appeler professeur principal, qu'on va aussi potentiellement des fois appeler CPE. Tout simplement pourquoi? Ce référent pédagogique est là pour entretenir une relation de qualité et de confiance avec l'élève et l'aider à l'accompagner. Vraiment, c'est un accompagnement sur une année entière sur la méthode d'apprentissage. Et il est aussi là pour résoudre tous les problèmes et pour essayer de limiter les contraintes au maximum. Très sincèrement, ce qu'il se passe, c'est que nous, on a dans l'obligation et on souhaite que les élèves prennent un rendez-vous téléphonique ou en visio, ça c'est eux, c'est à leur choix, avec nous une fois par mois minimum. Alors ça, pour être très clair, c'est le minimum. Moi, je le vois à l'heure actuelle cette année, surtout les élèves de première et de terminale, qui ont besoin, surtout terminale, d'un accompagnement très spécifique et très poussé. On est plutôt selon des périodes en fait de temps. Par exemple, à la rentrée, on va avoir beaucoup de rendez-vous, peut-être une fois toutes les 2 semaines avec l'élève, où là, on va vraiment lui demander, est-ce que tu as compris l'utilisation de la plateforme? Pour commencer, où est-ce que tu en es dans ta progression pédagogique? C'est-à-dire, est-ce que tu es à jour dans ta progression? Est-ce que tu as fait les évaluations? On va vraiment aller pointer du doigt tout ce qui doit être fait. Non pas pour accuser, culpabiliser, pas du tout. Tout simplement pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Par exemple, à l'heure actuelle, un élève de terminale qui est en championnat d'Europe de kitefoil, qui me dit cette semaine, je serai en retard dans l'intégralité de mes matières, je suis en championnat. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Du moment que le référent est au courant, il va pouvoir adapter derrière. Il va pouvoir aller parler au tuteur et leur dire attention, il ne sera pas là. Du coup, envoyez-lui les cours que vous allez faire, les classes virtuelles ou un résumé par message. Peut-être que moi aussi, je vais lui dire bon, bah, cette semaine, le plus important, quand on le voit, vu que tu as une épreuve qui est le 25 mai, qui est sur l'anglais, tu vas te focaliser quand tu reviens de ton championnat pour tes cours d'anglais. Et tu vas vraiment essayer de prendre contact avec ton tuteur pour te préparer, etc. Ça demande un accompagnement personnalisé, individuel. Des élèves ont besoin de plus de rendez-vous, des élèves d'autres moins. Ça dépend. Et après, donc, comme disait Nicolas, le médiateur qui est plutôt là pour des questions psychologiques, internes, familiales, sociales, voilà. Le référent est capable de le faire, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est vrai que pour un appui extérieur et aussi neutre, qui est important de préciser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité spécifique sur l'avancée scolaire, donc il peut potentiellement des fois être un frein pour l'élève. Voilà, parler à une personne qui est complètement neutre pour l'écouter, pour tout autre problème ou contrainte qui puisse advenir. Très bien. Et ça veut dire que, par exemple, dans ce cadre-là ou parallèlement, l'accompagnement, il peut aussi convenir à des enfants qui ont des troubles dyscalculie, dyslexie ou de la phobie scolaire?
Alors, complètement. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle en état de cause. Cette année, on a eu tout ce que vous venez de dire. Tous les profils un petit peu particuliers. Il faut savoir que, par exemple, un profil HPI, donc haut potentiel intellectuel, va être plutôt un élève qui va avoir besoin de beaucoup, à la fois d'autonomie, énormément d'autonomie, mais en même temps d'énormément de motivation et de présence de quelqu'un. Donc là, par exemple, pour des personnes comme ça, lors du premier rendez-vous de suivi, c'est là où le référent va demander un petit peu les spécificités. Généralement, on le sait lors du dossier de candidature parce qu'on demande à ce que ça nous soit précisé pour qu'on puisse justement adapter nous le suivi derrière. Par exemple, pour un élève qui va être HPI, l'adaptation à l'heure actuelle, c'est absolument éviter tout type de contraintes, sinon on perd la motivation. J'en ai un en terminale qui est dyslexique et dysorthographique. Alors tout simplement, là, c'est quoi? C'est tous les enseignants, mais aussi particulièrement la tutrice de philosophie qui prend plus de temps pour passer à l'écrit. En fait, ce qu'il pense à l'oral pour le passer à l'écrit et inversement, on va essayer vraiment de lui donner des exercices supplémentaires à faire pour qu'il puisse l'aider, etc. On va alléger certaines contraintes, par exemple pour de la phobie scolaire, on va alléger les classes virtuelles. On va dire, bon, si tu es vraiment en phobie scolaire, que te présenter à une certaine heure, à une certaine classe, c'est trop pour toi, parce qu'on le comprend entièrement. Dans ces cas-là, tu peux regarder le replay comme tu veux, quand tu veux, d'où tu veux. Et comme ça, en fait, on va créer une relation de confiance en faisant à chaque fois attention au profil particulier. Il faut aussi savoir que le référent a lui-même un propre profil et que des fois, il va pouvoir être en totale harmonie avec l'élève et en totale confiance. Et on va pouvoir se donner comme ça des conseils et vraiment essayer de rentrer dans un accompagnement qui est aussi personnel et pédagogique, et où on va pouvoir dire à l'élève, là, si tu fais de cette manière-là, ou en tout cas si tu es d'accord pour qu'on avance ensemble de cette manière-là, tu vas pouvoir progresser. Et le but, c'est la progression de l'élève pour l'amener vers la réussite. Très bien, merci beaucoup Mélodie. Allez, les internautes, posez vos questions. On a encore un quart d'heure à peu près ensemble avec nos deux experts. Nicolas, comment est-ce qu'on rassure les parents qui peuvent s'inquiéter du risque d'isolement social d'enfants qui feraient le lycée, j'allais dire, devant un ordinateur? C'est en grande partie ce que vient de vous expliquer Mélodie, c'est tout ce suivi attentif, c'est-à-dire cette écoute. C'est pour ça qu'on a mis autant de monde en fait pour écouter les élèves. Il y a une chose qu'on ne saura pas remplacer, c'est la cour de récréation. Voilà. Ça, on ne saura pas faire ça à distance. En revanche, tout le reste, c'est cette interaction permanente qu'on aura avec les élèves, avec les référents. Et puis, le moment de vie dans une classe virtuelle, ça reste une classe virtuelle. Les élèves peuvent échanger entre eux aussi sur la plateforme. Donc, on va recréer du lien social pour ceux qui le souhaitent. Mélodie vous a donné des exemples de gens qui ne le souhaitent pas forcément, ou ça ne correspond pas à leur modèle d'apprentissage, mais pour ceux qui le souhaitent, ils vont pouvoir créer des interactions sociales grâce à nos outils. Là, c'est la technologie qui vient nous aider à recréer ce lien, à part la cour de récréation, où ça, on ne sait pas encore faire. Très bien, allez, on a une question d'Alain qui demande: scolarisez-vous des élèves néo-francophones? Si oui, est-ce que vous proposez un soutien en français langue FLS? C'est quoi? C'est langue supplémentaire, je ne sais plus, ou complémentaire. Alors après, à partir de la seconde, c'est peut-être compliqué. Je ne sais pas quelle est votre réponse. Alors oui, on peut accueillir des élèves néo-francophones, mais on va vérifier avant. C'est pour ça qu'on aura besoin d'anticiper un dossier de candidature pour anticiper longtemps avant le dispositif à mettre en place. On a une prestation, j'allais dire, de langue vivante qu'on utilise d'ailleurs pour les formations enseignement supérieur aussi, et le FLE en fait partie, le français langue étrangère. Mais il ne faut pas attendre le jour de la rentrée pour commencer à débuter cette démarche d'apprentissage du français. Il faut qu'on travaille en amont sur le dossier de candidature pour pouvoir commencer l'apprentissage ou le perfectionnement en français pour pouvoir commencer les cours avec un niveau suffisant pour pouvoir suivre les cours et pas prendre de retard sur la pédagogie normale de seconde, première, terminale. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure où on a besoin d'échanger avant avec la famille pour mettre en place les outils nécessaires, mesurer déjà à l'instant T quel est le niveau de français, quel niveau on doit atteindre, quels outils on met en place entre les deux pour pouvoir faire une rentrée correcte et que l'élève ne soit pas démotivé parce qu'il perdrait pied dès le début de la formation. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Là, on est en pleine période de bac, justement, donc on parlait comment préparer son bac à distance en étant expatrié. Comment est-ce que vous préparez vos élèves au moment des épreuves, j'allais dire sur les épreuves écrites et orales aussi du baccalauréat? Est-ce que vous faites des tests, des évaluations? Comment finalement vous les entraînez au mieux à se préparer aux épreuves?
Alors, on essaye de les entraîner de plusieurs façons possibles, parce que c'est en démultipliant les façons et les types, les façons de faire qu'on va essayer de parler à chacun pour chaque méthode d'apprentissage, comme pouvait le dire Nicolas. Donc, du coup, on a des autotests que je vous disais qui, chaque semaine, permettent à l'élève de se dire « là, je connais assez mon cours, là, je ne connais pas assez mon cours ». Donc ça, c'est déjà un bon suivi pour savoir, au niveau des révisions, sur quoi est-ce que je dois accentuer, connaître mes points forts et mes points faibles. Ça, c'est le premier, c'est le plus basique et c'est ce qu'on fait tout au long de l'année et qu'on met en place dès la seconde pour essayer de créer une dynamique, une routine qui devienne un petit peu classique et habituelle pour l'élève. Ensuite, on va les évaluer. Alors, il faut savoir que les évaluations sont vraiment, on va dire, avancent en fonction de l'année scolaire. Par exemple, pour l'année de première, où il faut savoir qu'ils passent déjà des épreuves de français, écrit et oral et de spécialité abandonnée, mais aussi pour l'année de terminale où ils passent toutes les épreuves, tronc commun compris, parce qu'il faut savoir que les candidats libres, ça, il faut absolument que je le dise, mais les candidats libres passent bien les épreuves de tronc commun à l'écrit. Voilà, il n'y a pas de contrôle continu quand on est candidat individuel. Donc du coup, on les évalue. On les évalue comment? On a 2 types d'évaluation. On va avoir des tests renforcés, qui sont des tests faciles à faire sur la plateforme, qui sont souvent des QCM ou des textes à trous. C'est des textes, par contre, qui demandent vraiment une connaissance pédagogique, c'est-à-dire on ne peut pas y répondre si on n'a pas connaissance de son cours. Et en même temps, on va compléter ça avec des évaluations écrites. Il faut savoir que du distanciel veut dire ordinateur, ordinateur veut dire clavier, clavier veut dire numérique. Et il est impensable de ne pas évaluer les élèves sur leurs prestations écrites et manuscrites. Il faut aussi prendre en compte toutes les dispositions qui sont recommandées pour les examens. Donc, il faut savoir qu'à distance, c'est très compliqué de dire il faut qu'à telle heure, tu te mettes pour faire ton évaluation de français, ta dissertation, pendant 4 heures. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le sujet. Le sujet, ils ont une date à laquelle la rendre, qui est la date butoir, et on leur demande de se mettre dans des conditions d'examen. Et après, ils réalisent l'évaluation comme ils réaliseraient en cours classique en présentiel. Il faut savoir que sur une année pédagogique, on ne commence pas, par exemple, en français, à traiter de la dissertation dès le trimestre 1. On va commencer vers le trimestre 2 parce qu'avant, on aura vu comment réaliser, mettre en place son argumentaire, comment créer une introduction, comment créer une conclusion, etc. Et en fait, par ces évaluations manuscrites, ponctuelles et qui sont vraiment planifiées, donc ça, ils ont à l'avance un planning avec telle semaine, tu as telle évaluation écrite à rendre, etc. Ils vont pouvoir développer toutes leurs compétences nécessaires et être évalués à la fin, c'est-à-dire qu'ils passent leur épreuve écrit de français, c'est comme s'ils passaient une évaluation chez nous. Il faut savoir aussi que pour le cycle terminal, donc première et terminale, on met en place des évaluations type bac dès le début du trimestre 2, donc c'est-à-dire dès début décembre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a mis en confiance l'élève sur le trimestre 1, il est capable de faire. Au trimestre 2, attention, même si ton épreuve d'enseignement scientifique, tu le passes qu'en terminale, c'est-à-dire dans 1 an et demi, à partir de maintenant, on te met en condition d'examen et tu réfléchis et tu réagis comme tu devrais le faire pendant que tu seras en examen. Donc en fait, ils doivent avoir à minima, on va dire à minima, sur 1 an et demi, donc il faut savoir la première et la terminale pour les épreuves écrites, 10 évaluations écrites par matière en évaluation type bac, hors autre évaluation. Donc en fait, ils sont vraiment, on va dire, mis dedans dès le début, l'important n'étant pas de faire des évaluations qui ne, comme je pourrais dire, ne serviraient pas à leur examen. Le but, c'est l'examen. Et pareil pour les oraux. Ça évite les mauvaises surprises, j'imagine. Exactement. Si jamais on fait une dissertation en français, qu'on sait très bien écrire, mais qu'on n'a pas la méthodologie adéquate, qu'on ne sait pas, qu'on a une écriture illisible, ou qu'on ne sait pas organiser son argumentaire, il va perdre des points. Et dès le début, ils sont sensibilisés au nombre de points qu'ils peuvent avoir pour l'épreuve et les attendus de l'épreuve. Le plus important, c'est ça, la méthodologie. Savoir qu'en méthodologie français, par exemple, on peut gagner 3 points juste parce qu'on fait des alinéas et des sauts de ligne. Voilà, c'est des choses qu'on vraiment on essaie de les impliquer dedans en se disant le but, c'est ta réussite, le but, c'est ton bac et le but, c'est ton métier derrière. C'est ton avenir professionnel derrière, où est-ce que tu veux aller. Si tu veux le bac, c'est parce que derrière, tu veux faire quelque chose. Et en fait, les sensibiliser et vraiment les impliquer dans leur prise de décision. Et comme je disais, j'en profite pour clarifier ça aussi, pour les oraux, on fait exactement la même manière. Le début de l'année, ça va être des petits exposés, et puis au fur et à mesure, on leur donne exactement les attendus de l'oral en français, en EMC, pour le grand oral, etc. Et comme ça, on les maintient et on leur donne la bonne façon de faire pour le jour J.
Merci Mélodie. Allez, on va aborder les dernières questions des internautes. Corinne demande, elle a un élève qui a suivi le système français jusqu'en 4e et après qui a fait 3 ans en international anglophone. Et est-ce qu'il peut revenir en classe de première? Ça fait vraiment partie des dossiers qu'on va étudier attentivement. C'est-à-dire qu'on va recevoir toutes les pièces. Il faut savoir à quel niveau anglophone il est arrivé dans leur système à eux, mesurer cette équivalence. Ce ne sera pas forcément un besoin d'un document officiel, mais vraiment pour mesurer le niveau pédagogique atteint dans chaque matière. Parce que les matières ne sont pas les mêmes, les rythmes ne sont pas les mêmes, les découpages ne sont pas les mêmes. Donc, on peut arriver dans quelque chose de très complexe. Donc, c'est un bon exemple, c'est bien d'en parler, parce que en fait, c'est assez fréquent qu'on reçoive des demandes assez particulières qui méritent d'être étudiées, vraiment de rentrer dans les documents à chaque fois avec les familles. Donc, je rebondirai là-dessus en disant que tout commencera par la discussion qu'on aura avec les familles. Il est vraisemblable qu'après un parcours comme ça, connaissant un petit peu le système anglais, ça doit être possible d'intégrer en classe de première, mais il faut valider chaque point avant pour ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Alain demande combien d'élèves vous scolarisez en seconde, en première et en terminale. Et j'allais dire également, Nicolas, comment ça se passe pour les inscriptions au lycée? Quelle est la période, le calendrier? Alors, Mélodie, je te laisserai répondre sur les effectifs. Là, aujourd'hui, sur la scolarisation cette année, donc on est en train de préparer la rentrée 2023 pour septembre 2023. Donc, à la différence de nos autres filières en e-learning, là, c'est vraiment, on est calé exactement sur le calendrier de l'éducation nationale. En particulier, pour le baccalauréat, on ne peut pas se permettre de glisser 2-3 semaines, voire un mois de retard. Donc, c'est pour la rentrée qui est bien en septembre 2023. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Enfin, les candidatures même sont déjà ouvertes depuis un petit moment, où chaque dossier est étudié, chaque famille se voit proposer un entretien, ou 2 ou 3, selon les questions qui sont posées et la complexité de certains dossiers, ou certains dossiers qui nécessitent un accompagnement spécifique ou une écoute spécifique. On parlait d'élèves HPI tout à l'heure. J'ai aussi eu des entretiens avec des familles d'enfants qui avaient pu avoir des problématiques d'agoraphobie ou de harcèlement pour certains, ou de planning sportif hyper complexe, où là, on essaye de trouver une solution. Donc, vraiment, il faut anticiper. Et c'est en ce moment qu'on est en train de procéder aux inscriptions et aux candidatures. Tout ça pour anticiper aussi la rentrée et pouvoir optimiser les classes. J'en ai parlé au début de la présentation, parce qu'on peut avoir des élèves sur des fuseaux horaires différents. Donc, si de notre côté, on arrive à regrouper les élèves du même fuseau horaire ensemble, je pense que ça va rendre service à tout le monde et aux élèves en premier. Donc, c'est en ce moment que ça se passe. Voilà. Et l'inscription, c'est donc directement en ligne chez vous pour compléter un dossier et candidater? Oui, il y a le dossier de candidature qui est disponible sur le site du e-lycée et puis qu'on transmet bien évidemment aux familles sur demande s'ils le souhaitent. La photo, tout à l'heure, on voyait tous les conseillers d'académie qui étaient là. C'est eux qui sont en contact après avec les élèves, avec les familles pour justement envoyer tous les éléments nécessaires. Il suffit de passer un coup de téléphone ou d'envoyer un mail et puis après, la machine se met en route, je dirais. Il y a quelqu'un qui accompagne les familles et les élèves. J'ai remis là le slide avec les contacts, bien entendu. Ça peut être déjà une bonne solution, chers internautes, si vous voulez prendre attache avec Nicolas et Mélodie pour en savoir un petit peu plus. Mélodie, peut-être nous parler avant, en mot de conclusion, et puis après je redonnerai la parole aussi à Nicolas. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'orientation post-bac. Comment est-ce que vous la travaillez avec vos lycéens? Alors, très bonne idée pour conclure justement cette présentation. L'orientation, c'est vraiment la réussite aussi bien professionnelle que personnelle de chaque individu. Donc, c'est très important pour nous de la mettre en place dès l'année de seconde. Et il faut savoir qu'on a créé un module spécifique. Donc, on le disait tout à l'heure, 54 heures par an, donc et par élève, forcément pour ce module. L'accompagnement, c'est vraiment un module qui va permettre de montrer et de faire comprendre en priorité à l'élève l'ensemble des ressources dont il dispose pour pouvoir réussir professionnellement et personnellement. Donc cet accompagnement-là, c'est un accompagnement donc par ressources, donc ressources pédagogiques sur la plateforme avec les 54 heures, mais c'est aussi un accompagnement par le référent pédagogique à chaque rendez-vous de suivi. Donc voilà, il faut savoir que pour les années de seconde, première, terminale, cet accompagnement à l'orientation, ce module, demande la création d'un dossier de suivi. Alors, un dossier très simple, mais simplement dire à l'heure actuelle, je suis plutôt intéressée par les métiers de tout ce qui est médical. Et puis en fait, j'ai changé au cours du trimestre 2, j'ai eu une intervention et je veux que ce soit plutôt dans l'informatique. Et en fait, le référent, en ayant conscience de ça, peut aider l'élève à s'orienter et à faire les meilleurs choix. Sachant qu'en seconde, c'est aussi très important pour faire ses choix de spécialité et en première également.
Cet accompagnement est complété par des semaines de l'orientation qui viennent en place 2 fois par an et qui sont mis à disposition donc voilà, des élèves. Donc une semaine de l'orientation, c'est quoi? C'est 1 heure par jour banalisée sur une semaine et qui va traiter d'une thématique différente chaque jour. La première semaine est organisée dans le mois de novembre et la deuxième semaine au mois de février. La première semaine, c'est vraiment faire un état des lieux et avoir autant d'intervenants que possible sur les différents secteurs d'activité qui existent. Et la deuxième semaine, par un retour de questionnaire, on demande aux élèves ce qu'ils préféreraient voir, les interventions qui les intéressent le plus, etc., pour essayer de cibler vraiment des interventions spécifiques pour eux. Donc, par exemple, cette année, un élève qui avait adoré le droit et la finance nous a demandé d'avoir une nouvelle intervention droit et finance, avec cette fois-ci plus de contacts sur les débouchés, etc. Donc, on l'a mis en place. Et il faut aussi savoir qu'on se calque vraiment sur l'avancée, comme en présentiel dans l'éducation nationale, on fait ce que l'on appelle des fiches dialogue. Et les fiches dialogue, donc c'est vraiment des fiches qui permettent à l'élève de choisir son orientation en fonction de sa situation actuelle. En seconde, il a une fiche dialogue à remplir pour choisir ses spécialités. Cette fiche dialogue, il la remplit pas seul, c'est-à-dire c'est un travail, comme je disais, à travers tous les rendez-vous de suivi avec son référent pédagogique et avec sa famille. Il a suivi le module. Il a posé toutes ces questions au référent pédagogique en rendez-vous. Il va pouvoir être capable de choisir les spécialités qui le mèneront vers potentiellement le ou les secteurs d'activité qu'il a choisis. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place pour l'orientation. Il faut savoir que voilà, ça vient vraiment, comme on le disait, c'est beaucoup d'échanges. Voilà, donc c'est très individuel. Une personne qui ne souhaite pas du tout parler d'orientation, par exemple, parce que phobie scolaire peut souvent entraîner aussi phobie sociale et un petit peu tout ce qui peut mener à des objectifs à long terme. Dans ces cas-là, on va le travailler différemment. Et tout ça, ça se voit en rendez-vous de suivi. Voilà, l'orientation restant vraiment la principale réussite et bien sûr le bien-être de l'élève. Donc, il faut faire en sorte qu'il ait les connaissances nécessaires tout en lui permettant voilà, de se sentir bien, de se sentir à l'aise pour parler de ces sujets qui sont souvent assez anxiogènes pour la plupart des élèves. Voilà. Merci beaucoup, Mélodie. Nicolas, je vais vous laisser le mot de la fin. Et peut-être répondre également à Alain qui demande le taux moyen de réussite au bac. C'est un point qu'on n'avait pas abordé. Et puis peut-être redire un petit peu en quoi, finalement, quels sont les critères à prendre en compte dans le choix de cette solution d'enseignement à distance et en quoi finalement c'est extrêmement adapté à ces familles expatriées. Alors, déjà, je vais commencer par répondre à la question d'Alain. Le taux moyen de réussite au bac, alors on va le savoir bientôt, puisque ça va être notre première promo, puisque le e-lycée existant depuis 2022, voilà, on va avoir les premiers résultats cette année. Donc, on croise les doigts, mais évidemment, on communiquera dessus. Pour revenir sur le e-lycée d'une manière plus générale, je voudrais terminer en expliquant ceci, c'est que, comme vous avez pu le voir, en particulier dans les explications de Mélodie, toutes ces matières, tous ces développements, tout cet accompagnement, ce suivi, ça demande une expertise, énormément de technicité. Et voilà, ce qu'on appelle le back-office derrière, c'est excessivement complexe. C'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. Mélodie nous l'a prouvé. Et c'est l'expertise d'Icademy. Et c'est ça qu'on a mis à disposition de l'enseignement secondaire, c'est toute cette expertise de l'enseignement à distance. Le e-learning, c'est pas seulement mettre des cours en vidéo en ligne, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi comment on fait qu'on peut emmener quelqu'un d'un point A à un point B jusqu'à un examen avec succès, parce qu'on ne l'a jamais laissé tomber, parce qu'on l'a toujours accompagné au plus près. Et c'est vrai que notre force à Icademy et au e-lycée Icademy, c'est cette compréhension, cette capacité à accompagner les gens jusqu'au bout. Et c'est pour ça que les gens nous rejoignent. C'est aussi des fois ce qu'ils reprochent à certains de nos concurrents. On essaye de ne pas être comme les autres. On essaye de ne pas être une usine. Les étudiants ne sont pas des numéros. C'est encore plus vrai pour le lycée où on s'adresse à des gens plus jeunes. Quand ils arrivent en seconde, ils ont une quinzaine d'années. C'est presque encore des enfants. Et donc, on est dans un lycée, c'est une école. On veut que ce soit un cadre sécurisé, un cadre de confiance pour les élèves, pour les emmener jusqu'au résultat. Voilà, on n'est pas dans une machine industrielle qui donne des cours, qui donne juste des vidéos. Voilà, c'est vraiment, j'y tiens, on a ça à cœur, c'est cet accompagnement qui a été mis en place par l'équipe pédagogique et l'équipe de Mélodie, et ça c'est important. Voilà. Donc après, pour reprendre une dernière fois ce point-là, il n'y a pas de cas général, il n'y a pas de cas standard. On a affaire à des gens qui sont dans 50 pays différents, avec des contextes professionnels, familiaux, géographiques qui sont très variés. Donc, on a besoin de discuter.
Et donc, si on a envie d'envisager cette solution avec son enfant, la première chose à faire, c'est de nous appeler, et puis on se pose, on prendra le temps qu'il faut, mais on commence par parler, par discuter. Et puis, c'est là qu'on va élaborer la meilleure solution pour accompagner l'enfant jusqu'au baccalauréat. Voilà, donc envoyez-nous un petit message, et puis on sera heureux d'y répondre et de vous écouter d'abord. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Nicolas Marionneau-Châtel, responsable e-lycée Icademy, Mélodie Bonezia, chargée de développement pédagogique, e-learning et référente pédagogique e-lycée sur cette thématique, comment préparer le bac à distance en tant qu'expatrié. Merci à tous les internautes qui étaient là, qui ont posé leurs questions. Vous allez recevoir le lien du replay dans quelques instants. N'hésitez pas à le faire connaître. Il y aura l'article dans lepetitjournal.com, votre journal, dans les prochains jours. Je vous remercie. Merci Nicolas, merci Mélodie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.